This meeting is being recorded. Donc, le système cardiovasculaire. Alors, initialement, j'avais appelé ce cours le système circulatoire. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce mot. Quelle serait la différence entre le circulatoire et le cardiovasculaire? Mm. Qu'est-ce que vous entendez dans circulatoire? Ça circule. Oui? Qu'est-ce qui circule dans le sang? Qu'est-ce qui circule dans le corps? Le sang, Ouais, le Oui, sang, mais pas que. pas que. Est-ce que vous pensez à d'autres liquides? l'eau. Alors, on a de l'eau, ouais, mais, mais elle est pas. On n'a pas un robinet avec de l'eau qui sort direct, hein, c'est pas de l'eau H2O comme ça. On a de la lymphe. Mm. Donc, quand on dit le système circulatoire, en général, on aborde la lymphe aussi. Il y a ces deux types de liquides qu'on a dans le corps qui sont, qui sont canalisés, hein, le circuit, le sang et la lymphe sont canalisés, à ceci près que la lymphe, il y a une part de lymphe aussi qui est non canalisée. Donc, en tout cas, ce soir, je vais me concentrer plutôt sur le sang mais pas sur la lymphe, qui est un autre sujet, qui est un réseau de circulation un peu parallèle au réseau sanguin, qui est intéressant parce qu'il intervient beaucoup dans l'immunité, donc c'est pour ça qu'on le verra dans le système immunitaire. Puisque dans les réseaux lymphatiques, hein, quand on parle des ganglions lymphatiques, les ganglions lymphatiques font partie du système lymphatique. Donc, c'est-à-dire, c'est une voie de communication, notamment pour les cellules immunitaires, avec des bastions d'observation et de défense hein, avec les ganglions. Enfin, je ne fais pas, mais on en a aussi dans différents endroits du corps. Mais ça, on le verra au niveau du système immunitaire. Ça va? Donc, c'était juste pour vous préciser. Alors, j'avais envie, bah, comme d'habitude, de voir un peu de partir de ce que ça vous évoque, le cardiovasculaire. Si on fait un petit peu un brainstorming comme ça, des mots qui vous viennent, de ce que vous connaissez déjà du cardiovasculaire, à quoi ça sert, de quoi il est composé, enfin voilà, à quoi ça vous fait penser? Et le cœur, les veines. Mm. Du coup, d'un point de vue anatomie, tu penses donc composé du cœur, ok, des veines. Et le sang. T'as dit quoi? Le sang. Le sang? Mm. Le sang. Ok, est-ce qu'il y en a qui veulent compléter? Moi, je pense maladie, je pense AVC. Ah, ouais. Une maladie, AVC. Est-ce que tu sais ce que c'est un AVC? Un accident vasculaire cérébral. Ok. Donc on est d'accord que ça se passe au niveau du cerveau. Mm. Ok. Un accident vasculaire qui pourrait se produire, Une rupture d'anévrisme. il peut y avoir des ruptures d'anévrisme. Un arrêt cardiaque. Et un peu similaire aux AVC. L'AVC, vous savez ce que c'est? Le vasculaire cérébral. Souvent, c'est du Ça se coup bouche, non? ouais, c'est ça, c'est un caillou hein, C'est qui un vient caillou qui toucher. bouche. Et après, s'il y a une rupture, ben, donc il y a une hémorragie. Et plutôt, ça peut être une rupture comme une rupture d'anévrisme. Mais dans l'AVC, vous pouvez avoir ça se bouche ou bien ça se rompt. Mm. Et si on a ça au niveau du cœur, ça donne l'infarctus. Mm. L'AVC, son autre nom, c'est l'infarctus cérébral. L'infarctus, on va voir après, on a le cœur. Le cœur, bien sûr, il fait passer du sang, mais lui-même, il est vascularisé. C'est un organe, hein, comme tous les organes, il est vascularisé pour fonctionner, pour que les cellules cardiaques fonctionnent. Et dans il y a l'artère coronaire notamment. Enfin, dans ces vaisseaux, si à un moment il y a un vaisseau qui se bouche, ben, les cellules cardiaques ne vont plus pouvoir respirer. Donc c'est là, souvenez-vous, nos cellules respirent. Et au bout de 6 heures, vous risquez une nécrose. Donc c'est-à-dire que vous allez perdre une partie des cellules de votre cœur. Hein. Donc ce qui peut faire ensuite bah, d'énormes dégâts. Hein. Ça va? Vous voyez le lien? Hein. Euh, ouais, maladie. C'est vrai, cardiovasculaire, on peut enfin tout de suite on pense aux pathologies. Hein. C'est alors en France,
Je dis pas de bêtises, c'est la première ou la deuxième? Je crois que c'est la deuxième cause de mortalité après les cancers. À l'échelle mondiale, c'est la première cause de mortalité et je crois qu'en France, la particularité, c'est la deuxième derrière les cancers. C'est plus de 30% hein, des causes de mortalité. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que vous pensez à autre chose pour compléter? Ça peut être anatomie, maladie ou autre chose. Ça vous évoque quel univers ou quels mots qui sont associés ou quelles problématiques? Hmm. Non, rien d'autre qui vous vient? Hmm. Ok. Ça marche. Bon, je vais repartir sur la présentation que je voulais vous partager. Hop, système cardiovasculaire. Oui, tiens, je vais juste. Donc en France, c'est ça, deuxième cause de décès après les cancers, responsable de plus de 140 000 morts chaque année en France. Beaucoup, hein. C'est beaucoup. Alors, pourquoi c'est intéressant d'aborder le système cardiovasculaire, justement toutes les pathologies cardiovasculaires? Parce que pour le coup, en prévention, c'est avéré aujourd'hui, on peut pas le nier, enfin, il y a eu plein d'études dessus, que, on peut éviter la plupart des pathologies cardiovasculaires parce qu'elles sont souvent liées au mode de vie. Donc, en naturopathie, on fait de la prévention, vous le savez, on s'intéresse au mode de vie, à l'hygiène de vie. Donc là, on peut faire vraiment de la prévention, on peut faire vraiment la différence en connaissant les règles, enfin, les besoins du corps pour un bon fonctionnement et lui donner tout ce qu'il faut pour éviter les troubles cardiovasculaires. Là, c'est vraiment la prévention, c'est avéré, c'est même l'OMS le conseil. Il y a vraiment, que ce soit au niveau exercice physique, au niveau alimentaire, au niveau gestion du stress, on sait qu'on peut faire vraiment de la prévention primaire avec le mode de vie. Donc là, tout ce qu'on va aborder ce soir, c'est un véritable impact sur toutes ces pathologies qui peuvent faire peur, hein, parce que les pathologies un peu subies, c'est un AVC, un infarctus, il y a quelque chose de soudain. Et donc, c'est ce qui peut faire peur parce qu'on a l'impression que potentiellement, ça peut nous arriver à tout moment. C'est pas une longue progression comme un cancer ou une longue maladie. Là, il y a quelque chose d'assez brutal dans le cardiaque. Donc, c'est intéressant de s'y préoccuper, de s'y intéresser. Après, vous vous souvenez, je ne l'ai pas mis dans la présentation, j'aurais pu le rajouter, mais pour celles qui ont suivi les bases de la naturo, quel type de tempérament serait plus sujet aux pathologies cardiovasculaires? Je fais appel à votre mémoire. Vous vous souvenez les quatre tempéraments? C'est les pitas, non? Alors, il y a les doshas. Alors, effectivement, dans les doshas, vata, pitta, kapha, le pitta. Le bilieux. Il y a quoi? Bon, on se redit les quatre Sanguin, tempéraments? Nerveux, bilieux. Et lymphatique. Donc, on est chez sanguin, là, hein. hmm. Bilieux sanguin, là où il y a du pitta, hein, on est plutôt de ce côté-là. Mais on pourra parler, si on a le temps après, je vois quand même des exceptions des fois pour certaines raisons, qui sont des raisons nerveuses, le stress qui provoque de l'oxydation. On en parlera après. Alors du coup, on va voir, bah, comme d'habitude, hein, on va se balader un peu du côté de l'anatomie, la physiologie. J'ai mis un tout petit peu de choses, il n'y avait pas grand-chose en symbolique des organes, plutôt des codages biologiques, des conseils d'hygiène de vie et puis quelques remèdes naturels. Il y a pas mal de choses en naturel qu'on peut faire en prévention primaire. Alors, le rôle, on n'en a pas trop parlé ensemble, mais là, on a parlé du sang, enfin, et vous m'avez parlé des veines. Il n'y a pas que les veines, on va voir comme vaisseau, mais il y a cette idée de transporter, hein. On a l'habitude de dire que dans le corps, il y a deux grandes voies de circulation, deux grands types de routes ou d'autoroutes. Il y a la voie sanguine et la voie nerveuse. Alors, on pourrait mettre la voie lymphatique en plus, hein, d'ailleurs. Mais entre la voie sanguine et la voie nerveuse, on transporte pas la même chose.
c'est pas la même nature de message. Dans la voie sanguine, c'est une voie qui est assez lente, où il y a par contre beaucoup de molécules type des hormones qui sont très ciblées, donc ils vont cibler des organes bien particuliers. Là où dans la voie nerveuse, si vous vous souvenez, on a des messages qui sont à la fois électriques et chimiques, puisqu'il y a un potentiel d'action qui va passer tout au long de l'axone et qui, au niveau de la synapse, va pouvoir libérer les vésicules de leurs médiateurs, leurs molécules chimiques, les peptides, comme la sérotonine, la dopamine, etc. Et cette voie-là nerveuse, elle est beaucoup plus rapide que la voie sanguine, mais elle est moins ciblée. Dans la voie sanguine, vous avez vraiment, quand on parle des œstrogènes, la progestérone, la testostérone, l'insuline, enfin, les hormones thyroïdiennes. En fait, chaque hormone s'adresse à vraiment un organe en particulier. Par contre, c'est une voie, la voie sanguine assez lente. Donc, gardez cette idée que voilà, ça fait partie des grandes voies de transport du corps. Cette voie sanguine, elle va apporter des nutriments aux cellules. On a vu que c'était des organes qui étaient nourris à la fois en nutriments, mais aussi en gaz, hein, en oxygène, en dioxyde de carbone. Et une cellule, ça respire, donc ça se nourrit, mais ça aussi a produit des déchets. Et le sang va permettre l'élimination des déchets. Notamment, par exemple, si vous vous souvenez sur les émonctoires, hein, l'idée c'est d'aller. Donc le foie, les reins vont nettoyer le sang et ces déchets vont ensuite être éliminés et tout se passe par la voie sanguine. Hein, le lien entre les émonctoires se fait par le sang. Ensuite, informer, communiquer, bah oui, c'est une voie de communication, encore une fois. Là, justement, quand je parlais des hormones, c'est des messagers. Donc, les hormones, les globules blancs, les anticorps, toutes les cellules immunitaires, hein, c'est ce qui va permettre de maintenir l'homéostasie du corps. Puis justement, parlant d'homéostasie, par la voie sanguine, il y a plein de mécanismes de régulation, notamment la glycémie qui est le taux de sucre dans le sang, ça doit rester constant. La température, le pH, voilà, il y a plein d'éléments qui sont régulés via la voie sanguine. La température aussi, puisque vous savez que quand on a trop chaud, le sang va affluer à la surface pour mettre de la chaleur au niveau externe et faire suer. Ça va permettre de réguler la température corporelle. Et à l'inverse, quand on a froid, le sang va se concentrer au niveau des organes, des organes nobles, des organes vitaux, pour mettre la chaleur là où c'est important. Et donc, du coup, on a froid à la surface parce que votre corps considère que finalement, perdre un bras, c'est moins grave que perdre le cœur. C'est pas con comme réaction. Donc voilà, il y a des phénomènes de régulation aussi par ces mouvements sanguins. On a 5 litres de sang dans le corps, grosso modo en moyenne. Le sang ne peut pas être partout. On va voir, on a beaucoup de capillaires, beaucoup de vaisseaux, beaucoup de tuyauteries et les 5 litres ne peuvent pas être partout. Donc il y a un moment, stratégiquement, le sang il va aller là où il y a besoin, tant pour maintenir une température ou pour un apport de nutriments ou d'oxygène à des cellules qu'il faut absolument laisser travailler. Donc ça va sur ce rôle du système cardiovasculaire, c'est cohérent par rapport à ce que vous aviez en tête? Ouais. Le lien qu'on peut faire, bon, j'ai isolé quelques systèmes physiologiques avec lesquels le système cardiovasculaire est en lien, sont en lien, mais bien sûr tout est lié, hein. J'avais envie de le rattacher au système respiratoire, ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ce qu'on a dit, le rôle du diaphragme et ce lien avec l'oxygénation des cellules, hein, puisque l'oxygène et le dioxyde de carbone, les échanges gazeux, hein, et donc les gaz qui vont être contenus dans le sang vont être très en lien avec la fonction respiratoire. On peut faire le lien avec le système nerveux autonome ou involontaire. Si vous vous souvenez, c'est ce système nerveux qui contient notamment le sympathique et le parasympathique. Notre cœur, en fait, c'est pas nous qui décidons de le faire battre, il bat tout seul. Donc forcément, il est très lié à notre état nerveux. On sait très bien, hein, quand on a une émotion forte, on peut avoir une tachycardie, enfin le cœur qui s'accélère. Quand on a un stress, il y a le cœur qui s'accélère parce que le sang a besoin d'être au niveau des muscles à certains endroits pour être dans
la posture de fuir ou combattre, dans l'action de fuir ou combattre. Donc, je vous parle de ça parce que le rythme cardiaque, quand il y a de l'hypertension, et il y a vraiment un réflexe de, tiens, est-ce qu'il y a un lien avec le stress? Comment je vis ma vie en ce moment? Est-ce que je suis en énergie haute? Est-ce que je vis des émotions importantes? Parce qu'on peut être rapidement mis sous traitement alors que, il s'agirait juste de réguler le stress. Et les traitements pour l'hypertension, en général, c'est des traitements qu'on va prendre à vie. Donc, si on peut se faire l'économie de ça, si effectivement il y a une cause plus nerveuse que physiologique et cardio, c'est intéressant. Mm. C'est intéressant. Bon, j'ai mis le système digestif parce que de fait, ben, pour apporter les nutriments aux cellules, pour que ça passe du tube digestif aux cellules, ben, il faut bien qu'il y ait une voie sanguine. Et donc, ben, oui, ça va être. Vous vous souvenez, le tube digestif, hein, notre intestin grêle est particulièrement très vascularisé pour laisser passer à travers du coup, la muqueuse intestinale, hein, laisser passer les nutriments qui vont être utiles aux cellules. Et pour conclure, là, c'est le point de vue naturopathique. Ben, bien sûr, hein, cette voie sanguine, c'est ce qui fait la voie de transport et le lien entre tous les émonctoires. Ça va pour ça? Fonctionnement en bref. Alors, j'avais envie, je vous ai préparé une vidéo. Je pense que ça va marcher. Vous allez me dire si vous allez entendre le son. Je vais débrancher mon casque et puis on va regarder cette vidéo-là. Hop. Voilà, je vais la lancer, puis si vous pouvez me faire un pouce si vous entendez bien le son. Ça marche? L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments à travers tout le corps humain pour en alimenter les organes et les débarrasser de leurs déchets. Il se compose de 3 grands types de vaisseaux sanguins qui forment un système clos. Les artères, les veines et les capillaires. Ces 3 types de vaisseaux composent un ensemble de 100 000 km de long à travers tout le corps. Une artère transporte le sang du cœur vers les organes. Les veines, à l'inverse, le transportent des organes vers le cœur. L'artère est donc un vaisseau partant du cœur. La veine, un vaisseau arrivant au cœur. Tous les organes sont richement irrigués, c'est-à-dire qu'une multitude de petits vaisseaux sanguins les parcourent. Ce sont les capillaires. Les capillaires relient entre elles artères et veines dans les organes. C'est donc au niveau de ces vaisseaux très fins que les échanges se font entre le sang qui apporte nutriments et dioxygène et les organes qui se débarrassent du dioxyde de carbone et des autres déchets. Plus un organe est actif, plus l'apport de sang et les échanges sont importants. Les échanges ne sont possibles que parce que le sang circule en permanence dans les vaisseaux en sens unique. Il est mis en mouvement par le cœur qui fonctionne comme une pompe. Ce moteur de la circulation sanguine est un muscle creux et cloisonné. À chaque contraction, il propulse du sang dans les artères. Le cœur possède 4 cavités avec un côté droit et un côté gauche, composés chacun d'une oreillette et d'un ventricule. Le côté droit reçoit le sang pauvre en dioxygène. Le côté gauche, au contraire, le sang enrichi en dioxygène après son passage au niveau des poumons. Chaque contraction le propulse dans les artères. Au cours d'un battement normal du cœur, le sang pauvre en dioxygène, renvoyé par les organes, pénètre dans l'oreillette droite par la veine cave. La contraction de l'oreillette droite le fait passer dans le ventricule droit, qui, en se rétractant à son tour, l'expédie dans les poumons par l'artère pulmonaire. Après son passage dans les capillaires des alvéoles pulmonaires, le sang est enrichi en dioxygène et débarrassé de son dioxyde de carbone. Il revient alors dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires.
La contraction de l'oreillette gauche le pousse dans le ventricule gauche, qui le propulse lui-même dans l'aorte pour être distribué dans les artères de l'ensemble du corps. Et ce cycle, vital pour l'organisme et l'être humain, se répète à l'infini. Alors, c'est assez fascinant, cette mécanique, parce qu'on voit à quel point, vous voyez, il y a nos 5 litres de sang dans 100 000 kilomètres de vaisseau. Donc, c'est pour ça que vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir les... Comment? C'est un truc de Maboule, 110 000 kilomètres de 100 vaisseau. 000 kilomètres de vaisseau. Donc, c'est pour ça que le sang peut pas être partout et que le corps va stratégiser l'endroit où il va mettre le sang, en fonction des besoins, hein. C'est ce que dit c'est ce que vous expliquez la vidéo, c'est que le corps va optimiser. Mais c'est une mécanique qui va se faire. Alors, je crois que c'est plus de. Ah, je vous l'ai mis sur la slide, mais 3 milliards. Je suis à l'échelle d'une vie, c'est énorme le nombre comment, du battement cardiaque. C'est quelque chose d'incroyable. Donc là, il y a vraiment quelque chose de mécanique, hein, qui est là. Alors, hop, si on revient un petit peu sur la présentation. Alors, voilà, vous allez retrouver un petit peu. Alors, par convention, le bleu correspond à du sang qui est pauvre en oxygène, dioxygène, et le rouge correspond à du sang qui est riche en oxygène. Ça va? Donc, on disait c'est un système clos. Effectivement, le sang, il est en permanence, il tourne dans le même sens et il ne peut pas sortir, hein, sauf quand vous vous blessez, sauf quand vous donnez votre sang. Voilà, mais ou au moment des règles aussi, il y a des pertes. Il y a des pertes, mais et encore, c'est l'endomètre, hein, c'est pas une artère qui se coupe, hein, c'est pas une fuite sanguine, hein, donc c'est de l'endomètre, c'est même pas des tissus, donc on peut même pas dire qu'on a, par rapport à l'image qu'on a, hein, qu'on a comme ça, une libération de sang. Mais donc on a un système clos, 100 000 km de long, et le sang passe à travers trois types, hein, de vaisseaux. On a parlé des veines tout à l'heure. Les veines, souvent, elles comprennent le sang bleu, c'est-à-dire elles font remonter le sang qui est pauvre en oxygène. Contrairement aux artères, donc en général, ça part enfin, c'est pas en général, ça part des organes vers le cœur. C'est-à-dire, une fois que les cellules ont récupéré l'oxygène, elles le prennent, elles rejettent éventuellement tout ce qui a est éliminé, et puis hop, ça repasse donc par la voie veineuse. À l'inverse, l'artère, c'est ce qui va partir du cœur vers les organes. Et les capillaires, c'est ce petit endroit où veines et artères, alors vénules et artérioles, parce qu'on est vraiment dans les parties la plus fine des veines et des artères, vont se rencontrer et vont faire leurs échanges, hein. On voyait, c'est pas évident cette image, à envoyer du rouge partout et puis on voit des flèches capillaires. Bon, c'est pas évident, mais un capillaire, ça a même pas le diamètre d'un cheveu, pour vous donner une idée, hein. Et les capillaires, c'est ce qu'on a souvent dans les extrémités. Donc c'est très 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 fin. On dit que donc par jour, c'est ça, vous allez battre 100 000 fois. Et je vous laisse faire le calcul à l'échelle d'une vie. Attendez, je pense que je me le suis noté en bas, non? Je ne me suis pas noté là? Non, je ne me suis pas noté là. Mais il me semble que c'est plus de 3 milliards de fois pour une vie en battement. Donc c'est énorme, hein. 70-75 battements en minute, 100 000 fois par jour. Donc à l'échelle d'une année, ça fait déjà beaucoup. Donc à l'échelle d'une vie, c'est beaucoup aussi. De façon, comment dire, souvent, de façon didactique, on dit ça, hein, le cœur et la pompe. Mais vous savez qu'il n'est pas seul, le cœur. Qu'est-ce qui aide aussi au pompage? Si vous pensez au cardio-respiratoire, est-ce qu'il y a un autre muscle qui participe de la contraction et de la détente, enfin, à un mouvement dans le corps? Diaphragme, ouais, ouais. Donc ça, en général, on n'en parle pas. Moi, j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais il y en a qui militent pour le fait que d'intégrer le diaphragme dans la contribution, on va dire, au système cardiovasculaire.
Parce que le diaphragme, c'est lui qui va faire notamment, vous savez, alors ok, le sang envoie, mais il aspire pas hein, vraiment tout le sang qui est en bas de vos pieds. On verra après, par le mouvement, vous allez faire des remontées de sang. Mais aussi le diaphragme, en fait, quand il monte et qu'il vient comprimer les poumons, il pourrait presque faire un appel d'air au niveau des capillaires. Et donc, il contribuerait ainsi, comme ça, à une bonne circulation sanguine, ce qui explique aussi pourquoi, quand on est sédentaire, qu'on reste assis et que le diaphragme est un peu bloqué dans ses mouvements, on peut avoir plus facilement les jambes lourdes parce qu'il y a moins ce mouvement d'aspiration. Donc, intéressant, ça veut dire que qui dit jambes lourdes ou problème de retour veineux, tiens, comment je respire? Hein, il y en a qui disent, ben, en fait, déjà, bon, vous pouvez mettre les jambes en l'air, mettre dans l'eau froide, etc., marcher, mais aussi faire des grandes respirations pour aider le sang à remonter par la respiration. Je trouvais que c'était une approche intéressante et vraiment qui participe à cette vision globale du corps. Là, dans l'un des vaisseaux, on en a parlé, hein, l'artère hein, qui part du cœur vers les organes, les veines des organes vers le cœur et les capillaires qui relient les deux. Ok, on est vraiment dans quelque chose d'assez mécanique. On a un cœur, artère coronaire, donc il y a des vaisseaux sinus coronaires. Alors, coronaire, hein, coronaire parce que ça fait le tour du cœur. Bon, voilà, et donc le cœur, ce qui est intéressant, c'est de voir que lui-même, il est irrigué, en plus d'être cette pompe interne du cœur, du sang, avec ce sang qui passe par les différents ventricules, ces différentes cavités, et qui le redistribue ensuite dans le corps. Alors moi, alors, ce que je peux vous dire, c'est que je suis pas une spécialiste hein, de la cardio, d'autant qu'en naturo, j'ai pas beaucoup accompagné sur ces sujets-là. On reste sur des sujets quand même un peu délicats, parce que souvent quand il y a des traitements, bah, ça peut être par rapport à des situations quand même qui peuvent être critiques et qui peuvent être potentiellement dangereuses. Donc, nous, en prévention primaire, c'est vraiment intéressant. En accompagnement d'hygiène de vie, notamment pour mettre en place des réglages alimentaires vraiment adaptés à la santé cardiovasculaire, c'est intéressant. Mais après, quand il y a des diagnostics d'artères bouchées, d'hypertension vraiment morbide, enfin, c'est délicat hein, en naturo. Donc, on est sur quelque chose qui est un peu technique. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est pas le premier, contrairement au digestif, qui est quand même un grand sujet d'accompagnement naturel, tout ce qui est cardiaque, c'est un petit peu moins. Même si, vous verrez, il y a des choses à faire. Donc, on a parlé de l'infarctus, de l'AVC, l'AVC qui serait presque un infarctus cérébral. Donc, l'infarctus, altération d'un tissu, d'un organe par obstruction de l'artère qui assure son irrigation. Donc, l'infarctus du myocarde, par exemple, c'est la lésion du cœur quand une plaque se détache, se déplace, s'immobilise dans une artère coronaire, ce qui provoque une réduction du débit sanguin, un risque de mort cellulaire cardiaque par asphyxie hein, de la cellule. Et on a 6 heures pour réagir hein, avant qu'il y ait nécrose et qu'il y ait conséquences graves. Un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. Donc ça intervient donc pareil, il y a un vaisseau sanguin bouché ou on disait hein, un vaisseau qui est rompu. Alors, petit focus sur l'infarctus chez les femmes, qui est un vrai sujet. Alors, si vous êtes sur les réseaux sociaux un peu, il y a une cardiologue qui s'appelle Claire Mounier-Veillé. Je vous ai mis une vidéo sur le Padlet. Elle fait beaucoup de prévention, notamment sur LinkedIn, sur la santé des femmes et sur justement détecter les pathologies cardiaques, les infarctus, parce que chez les femmes, on n'a pas tout à fait les mêmes signes, les mêmes symptômes. Je vous ai mis aussi sur le Padlet, vous le regarderez, c'est une vidéo de prévention américaine. Ah, donc c'est malheureusement pas sous-titré, c'est en anglais, mais l'image est très parlante. On voit une femme faire un infarctus. Et vous verrez, c'est malheureusement drôle, mais malheureusement très véridique. Donc souvent chez la femme, on pourrait avoir une fatigue inhabituelle, une gêne au niveau de l'estomac, des nausées, des vomissements, des étourdissements, mais qui pourraient être s'apparenter à une grosse fatigue soudaine. Mais si on a un mode de vie très énergie plus, finalement, on peut l'associer à bah tiens, j'ai juste un petit coup de mou, allez, je me ressaisis, je me reprends, et puis bah j'ai tellement de trucs à faire que de toute façon, je peux pas m'arrêter
Et du coup, ce qui fait que les infarctus chez les femmes sont moins bien détectés que chez les hommes. Alors, on aura toujours, hein, cette gène, donc c'est à gauche, ou à droite, j'ai un doute. Euh, vous savez, vous, pas une spécialiste de... Ça vous parle, ça, les douleurs? Je crois que c'est à gauche, euh, dans le bras gauche, qui sont des signes aussi d'infarctus. Donc voilà, en tout cas, prenez un peu d'informations là-dessus parce qu'il y a vraiment un mouvement au niveau des professionnels de santé sur la prévention de l'information sur les infarctus chez les femmes qui sont en augmentation. Tu peux redonner le nom, Julie, c'est Claire. Alors, Claire Mounier, Mounier, Veier. Très active sur LinkedIn et les réseaux sociaux, Facebook aussi, j'imagine. Elle relaie beaucoup d'informations, ses posts sont vraiment intéressants. Donc voilà, infarctus. Alors, donc là, on parlait du cœur. Si on vient au niveau, parce qu'on a vu que bon, au niveau anatomique, il y avait le cœur, il y a aussi les vaisseaux. Alors, quelques petites particularités. Là, si on regarde la paroi d'une artère par rapport à la paroi d'une veine, quelle différence vous faites? Vous voyez là, c'est l'intérieur, hein. Ici, c'est l'intérieur. Quelle différence vous voyez? La lumière, c'est justement c'est ce qu'il y a à l'intérieur du trou, là. La lumière, on parle de lumière intestinale aussi, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du tube. Donc ça rentre là, ça rentre là. Quelle différence vous apparaît? L'épaisseur, Ouais, l'épaisseur. À votre avis, pourquoi l'artère est plus épaisse? il y a peut-être plus d'échanges et puis elle subit plus de pression aussi. L'artère, c'est celle qui va recevoir le sang du cœur et du coup, il y a beaucoup de pression. Donc il faut en fait une membrane beaucoup plus solide, donc beaucoup plus épaisse, hein, ici, par rapport à la veine dont le rôle est de faire remonter. Donc en fait, dans vos pieds, il n'y a pas trop de pression, hein, par rapport à dans votre poitrine. Donc beaucoup plus fine, beaucoup plus fine. Et ce que vous pouvez voir aussi ici, c'est peut-être un petit peu ce qu'on appelle les valvules. En fait, c'est comme si c'était des anti-retours. C'est-à-dire le sang peut passer d'un côté, mais il ne peut pas passer de l'autre. C'est pour justement aider le retour veineux. Ça va? Je vous parle de ça parce que souvent, quand il y a des problèmes d'insuffisance veineuse ou insuffisance du retour veineux, ça peut être lié à l'état de ces valvules qui, soit ont été un petit peu fragilisées parce qu'il y a le sang qui a stagné, s'il n'y a pas eu beaucoup de mouvement. Donc elles sont devenues flagada, donc elles ont tendance à laisser passer un peu et puis à plus faire à accompagner le mouvement de remontée du sang. Et ces valvules, elles sont sensibles à l'acidification. En fait, elles marchent bien quand elles sont un peu souples. Mais avec l'acidité, elles peuvent se durcir et pareil, moins bien faire leur boulot. Donc, quand on va s'intéresser un peu aux jambes lourdes, enfin, pour éviter les jambes lourdes, il y a vraiment faire attention à la sédentarité et l'acidification. Et donc, acidification, qui dit acidification, dit respiration, stress, alimentation. Donc, c'est ça qui peut rendre un peu plus compliqué le retour veineux. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager, en tout cas, juste sur la différence entre les artères et les veines. Bon, là, c'est plus pour votre culture. Sachez que le sang, donc on a dit c'est 5 à 6 litres, qui est constitué à 55% de liquide. On parle du plasma, qui est assez proche de la lymphe d'ailleurs. Et puis dedans, il y a 45%, ce qu'on appelle d'éléments figurés. C'est des éléments qui vont circuler dans le sang avec les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Alors, je vous ai mis dans la slide à côté, enfin après, les globules blancs. Donc, bah, vous avez les globules blancs ici, hein, qui ressortent, enfin qui ressemblent. Moi, ça me fait penser à vous savez, les chocolats, là, pas Angelo, mais les Raffaello, c'est ça? Raffaello, ça fait penser à ça, les globules blancs, qui ont un rôle immunitaire, hein. Leur petit nom, c'est le leucocyte aussi. Là, vous avez des plaquettes, hein, qui permettent notamment la coagulation du sang. Et là, vous avez nos fameux globules rouges dont on parlait. Alors, la particularité du globule rouge, c'est qu'il n'a pas, c'est une cellule, mais sans noyau. Voilà. Et c'est une cellule aussi qui est composée d'hémoglobine, qui va être composée de fer, et c'est grâce à sa composition en fer que ça va capter l'oxygène. En fait, c'est une réaction chimique. L'oxygène va être attiré par le fer, et donc c'est le fer dans le globule rouge
qui vont permettre hop, on va capter le fer, l'oxygène, et puis après, on va pouvoir le transporter au niveau cellulaire. Donc, du coup, c'est ce qui explique pourquoi quand on est anémié, on est fatigué. Parce qu'on n'a plus la capacité d'oxygéner de la même façon nos cellules. Et nos cellules qui ont moins d'oxygène, eh ben, elles arrivent à moins produire de l'ATP. Donc, on est essoufflé, on est fatigué. Hein. Ça s'explique notamment par ça. Euh, et donc, ben, alors on parle d'hématopoïèse pour définir le renouvellement de toutes nos cellules sanguines, et ça se fait dans la moelle osseuse. Hein. 350 milliards de cellules par jour, c'est juste énorme. Hein. C'est énorme. Et ce sang, donc, sachez qu'il circule toujours dans le même sens. Hein, il ne s'amuse pas à varier, il circule toujours dans le même sens. Vous l'avez vu hein, sur la vidéo, ça arrive au niveau du cœur à droite, c'est relancé au niveau poumon, ça repasse dans le cœur pour aller dans la circulation générale à gauche. Et, ou l'inverse, j'ai un doute. Voilà, donc c'est à droite. Non, c'est à droite, excusez-moi, ça arrive à droite et ça repart à gauche. Et en fait, au niveau sanguin, donc vous avez, on disait, l'artère va partir du cœur, hein, l'artère va partir du cœur. L'artère, elle va se réduire au fur et à mesure, ça va donner des artérioles. Ensuite, ça va aller au niveau des capillaires, les trucs tout fins. Les vénules, qui sont des veines un peu plus fines, et puis après, les grosses veines qui vont remonter jusqu'au cœur. Et plus un organe est actif, plus les apports de sang sont importants à son endroit. Donc, ça paraît logique. Toutes ces cellules sanguines, elles vivent assez longtemps, mais à force de circuler dans les vaisseaux, elles peuvent s'user. Il faut savoir que c'est le foie qui va dégrader ces cellules sanguines. De cette dégradation, on va obtenir un pigment qui va se retrouver dans la bile et qui va colorer les selles, qui va donner la couleur marron aux selles. Ce qui veut dire que quand vous avez des selles grises, ça veut dire qu'au niveau du foie, il y a quelque chose qui peut-être qui ne va pas. Parce qu'il n'y a pas la transformation de la bilirubine, qui est ce pigment issu de la dégradation des hématies. Les hématies, c'est les globules rouges au niveau hépatique. Donc là, c'était juste pour vous faire un lien entre le sang, le système digestif, les selles, pour vous donner des clés. Donc quand on a les selles grises, on va consulter. Hein. Mm. Voilà, on observe et puis après on va consulter pour vérifier que, c'est de voir ce qui ne va pas. Alors voilà notre grande circulation, notre petite circulation. Donc voilà, je vous disais, là, si on reprend ce schéma, le sang qui arrive à droite au niveau du cœur, hein, vous inversez, qui vient de nos cellules, qui est pauvre en oxygène, il va passer par le foie va renvoyer au niveau pulmonaire pour qu'au niveau des alvéoles pulmonaires, bah, le sang récupère de l'oxygène, ça va se capter, qui va être capté par le fer au niveau de nos globules rouges. Hop, l'oxygène va se fixer sur les cellules. Et par les poumons, bah, l'oxygène va repasser au niveau du cœur, qui va être cette pompe qui va permettre de renvoyer le sang riche en oxygène à tout le reste du corps. Paf, ça va arriver à nos cellules, l'oxygène est livré et notre sang repart, pauvre en oxygène. Les globules rouges, hein, il n'y a plus d'oxygène dessus. Et donc ça remonte et voilà, c'est ce cercle-là qui est sans fin. On appelle grande circulation, c'est la circulation générale ou systémique qui est cette circulation pompée initiée par le cœur. Et on parle de petite circulation ou circulation pulmonaire pour désigner justement ces échanges entre le cœur et les poumons. On dit que pardon. Le sang a son propre rythme et participe à celle du cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le cœur qui donne le mouvement au sang. On peut constater que le sang a un certain rythme également. Mais bon, il a besoin d'être stimulé, on va le voir après, bah, justement après, hop, par ce qu'on appelle le retour veineux. Vous avez au niveau de la voûte plantaire, la semelle de Léjars, qui est bon, je crois que c'est le monsieur qui a découvert ça. Et en fait, quand on écrase, il y a des capteurs, des récepteurs. Enfin, quand on écrase cette semelle, quand on marche, et ben, ça provoque une contraction qui va favoriser le retour du sang.
La valvule, ici, elle va se fermer, donc le retour n'est plus possible. Et du coup, ben, de fur et à mesure, le sang va monter comme ça. Donc c'est vraiment la marche avec un pied vraiment déployé, vraiment, hop, vraiment ce mouvement-là, qui va permettre le retour veineux et la remontée progressive du sang vers le cœur. Là, on voit vraiment bien aussi, donc il y a cette semelle qui va, vraiment ce mouvement-là qui va participer à la remontée, mais il y a aussi les muscles. Ici, quand vous avez les muscles du mollet, en fait, en se contractant, ça va faire un mouvement ça va attirer aussi un mouvement de contraction-décontraction qui vont que ça va participer à la remontée sanguine. Donc, muscle du mollet hein, qui agit comme une pompe pour les veines profondes de la jambe. D'où l'intérêt, encore une fois, de marcher hein, et de faire de l'activité physique. Donc, on pense à l'activité physique non portée. Hein, l'activité physique portée, ce serait par exemple faire du vélo ou nager. Là, on n'est pas en contact avec le sol. Là, il faut avoir une activité de marche, de course, enfin, tout ce qui va taper sur le sol et qui oblige le corps à se porter lui-même pour appuyer vraiment sur cette semelle et contracter le mollet. Ça va. Donc faire ouais, de la natation ou de l'équitation ou du vélo, ce ne sera pas suffisant pour activer votre retour veineux, pour ces raisons-là. Sachez que en fait, il y a aussi une sensibilité des capillaires et des parois à la température. Donc on peut utiliser le froid, on va en parler après avec l'hydrothérapie. On peut utiliser le froid, le chaud pour faire ce qu'on appelle des marées humaines, hein. Enfin des marées humaines, des marées humorales ou sanguines, c'est-à-dire bah, quand il y a du chaud, le sang va aller à la surface, quand il y a du froid, il va aller à l'intérieur, et ça active la circulation. C'est les fameuses douches alternées, hein, chaud-froid sur les jambes, qui peuvent vraiment faire partie d'une prévention et d'une tonification du système sanguin. Ça va sur cette partie physiologie? Voilà les grandes lignes, hein. Déjà, comprendre ça, c'est déjà très bien hein, pour soi. Alors, symbolique des organes. Alors, on en avait un petit peu parlé au niveau, quand je me souvenais quand on avait fait le foie. Là, j'étais allée un peu dans le détail. J'avais eu un petit peu d'infos par Olivier Soulier avec le foie, le cœur. Enfin, voilà. Je vous renvoie un petit peu à cette partie-là pour le lien avec le foie et il y avait quelques infos sur le cœur. Mais en décodage biologique, il y a quelques informations. Je vous les mets. Après, à prendre vraiment avec précaution. Je les utilise pas pour ma part, mais bon, sachez qu'il y a des pistes. Euh, Avant d'aborder peut-être le décodage biologique, sachez qu'en médecine traditionnelle chinoise, le cœur, c'est le roi de tous les viscères qui abrite l'esprit, le chêne. Et j'ai souvenir, je sais plus dans mes cours, je sais plus quel prof nous disait quand le cœur va, tout va. C'est-à-dire que quand l'amour hein, est là, finalement, tous les organes se mettent à l'unisson et tout le corps fonctionne bien. Et du coup, finalement, ça m'a fait penser à cette phrase que j'ai lue en médecine traditionnelle chinoise, c'est que l'énergie du cœur hein, va mettre en mouvement l'énergie finalement de tous les viscères et nous redonner une vitalité. En tout cas, moi, c'est mon interprétation, puisque je ne suis pas formée en médecine chinoise, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre c'est le roi dans son royaume, hein, le cœur. En décodage biologique, alors le cholestérol, ça pourrait être lié à une croyance ou bien une émotion, un conflit autour de je peux compter que sur moi. Bon. La tachycardie, ce n'est pas de cette relation-là que je veux. L'hypertension, je n'arrive pas à passer à l'action, on m'empêche de sortir, je dois obéir. Et les jambes lourdes, je traîne un fardeau trop lourd. Alors, comment utiliser le décodage biologique, hein, c'est symbolique, c'est ces endroits de jonction entre la physiologie, le corps, l'émotionnel, notre système de croyance, notre vécu personnel, voire transgénérationnel. C'est des endroits où finalement la matière, elle peut exprimer euh, un, un conflit interne. Moi, j'aime bien explorer quand je suis malade longtemps ou quand j'ai un symptôme qui dure longtemps. J'aime bien explorer d'un point de vue naturo, bon, déjà de façon anatomique physiologique, voir aller faire un diagnostic médical si ça dure, voir ce que dit la médecine, hein, voir s'il n'y a pas de lésion, s'il n'y a pas
de choses abîmées. Et puis, s'il n'y a rien, de questionner aussi mon hygiène de vie, faire les liens que vous connaissez maintenant en naturopathie pour ceux qui ont suivi le module 1. Et puis, au niveau émotionnel, m'inspirer de avoir des pistes dans le décodage, c'est-à-dire de quel côté je dois aller chercher si je considère que mon symptôme, il exprime quelque chose qui est en souffrance en moi. Donc, voilà. Et après, il existe des dictionnaires, hein. Là, je suis allée puiser dans l'un des deux qui font référence. Mais on ne peut pas faire que ça. Vous comprenez bien que c'est un peu plus complexe. Euh, voilà pour cette première partie. Je vais vous proposer de faire une petite pause maintenant avant de faire la deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions? Dominique, je te vois. Non? Non. Alors, This meeting is being recorded. donc, la suite sur le cardiovasculaire, on va s'intéresser. Alors, par rapport à tout ce qu'on a vu, l'idée, c'est de réfléchir ensemble à quoi on pense pour prendre soin du système cardiovasculaire. Je propose de reprendre la même base que tout à l'heure et de voir, voilà, piocher dans les mots qui ont été évoqués, les explications qui ont été données. Qu'est-ce que ça vous donne comme indication, peut-être? Ou peut-être que vous avez déjà des conseils, vous savez ce qui est bon pour la santé cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en prévention? Bah, La faire de gestion du stress. l'exercice, du Alors, sport. à la fois. Pardon. Alors, du coup, je ne sais pas si c'était Hélène ou Vanessa. Bon, allez, Vanessa, vas-y, tu disais quoi? Faire de l'activité physique, c'est ça? Ouais, du sport porté, donc, du coup. Ah Enfin, oui, non oui, porté, voilà. Enfin, c'est oui. tes pieds qui doivent Activité te porter. physique. Oui, activité physique, du porté. Ouais. Pourquoi, du coup? Bah, pour activer la semelle et puis faire remonter le sang au cœur et activer la circulation sanguine, tout simplement, Oui, pour puis on peut bien penser aussi irriguer au le diaphragme. diaphragme, bien irriguer les organes. Ouais, faire circuler. Puisqu'on a vu que le sang va là où il y a besoin. Ouais. Donc, s'il n'y a pas besoin, il n'y va pas. Mm. Hélène, ouais. La gestion du stress. Ah oui, ouais, gestion du stress. Tu peux expliquer pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut prendre soin de son diaphragme avec le Mhm, stress. mhm, ouais, Sinon, voilà, ça fait ça. ouais. Et puis, il y avait une autre Par rapport à l'hypertension, diaphragme. Ça peut être ouais, hypertension. Par rapport au... Les attends, je sais. valvules, Oui, les valvules, ben, ça va, Hélène? Tu l'as? Non, non, j'étais partie sur les veines, moi. Sur J'étais les veines? partie Ouais, bah vas-y, sur quoi les veines? sur les veines, le fait qu'effectivement, enfin, en tout cas, les vaisseaux vont des organes vers le cœur. Bon, alors, les Mais c'est pas vaisseaux ça. pour les veines vont des organes vers le cœur. C'est pas Non, c'est faux. pas. Il y a cette idée que le stress peut être acidifiant et donc du coup, ah effectivement, oui, au niveau des valvules, ça peut Ah oui. durcir un peu les valvules et donc faut éviter ce qui est acidifiant, ouais, pour la bonne circulation. Donc oui, alors ce qui est acidifiant, c'est le stress, mais il y a du coup un... alors- l'alimentation. Ah, je voulais laisser la parole. Oh, Ah, pardon, désolée, bah, je tu m'en vas prie. vite, Vanessa. C'est bien, hein, c'est bien. Donc l'alimentation, alors euh, Dominique, Sylvie, est-ce que vous avez des choses en tête par rapport à l'alimentation? Éviter que les veines ne soient, que le diamètre des veines soit réduit. Ouais, alors du coup, ça te fait penser à quoi ça? Pour moi, c'est le cholestérol, c'est les plaques également. Pour l'hypertension, je crois, il y a des plaques qui se déposent sur les veines. Plaque d'athérome, alors je sais jamais s'il y a un... Ouais, il y a un H. D'athérome, ouais. Et donc ça, c'est en lien avec quoi comme type d'alimentation, Sylvie? Bah, pour moi, je pense que c'est tout ce qui est graisse et sucre. Ok, on verra, on va se poser la question. Donc ça sera un peu dans cette idée-là.
Cholestérol, plaques d'athérome, les graisses, les sucres, tu mettrais aussi sur. Parce que les sucres, ça se transforme également en graisse, donc c'est Ah, plus. d'accord. Ok. Oui, au niveau du foie. Donc faire attention à l'apport de graisse, de sucre. Mhm. Ouais. Dominique, tu penses à d'autres choses, toi? Hum, euh, bien se connaître, parce que je sais que notamment on peut avoir du cholestérol sans faire des excès. Ouais. Mm. Donc moi je dirais que enfin, connaître ses faiblesses, c'est aussi quelque part prendre soin de soi parce que ça permet d'adapter les choses. Ouais, c'est-à-dire de piloter un peu ça, enfin d'être à l'écoute de ses ressentis. Ouais, voilà, d'éviter les Ça, c'est problèmes. vraiment. Est-ce que- On fait un truc bizarre. Ok. Est-ce que tu peux le mettre là? Non, tu peux pas le mettre là. Bon, on enlève un truc à chaque fois là. Bah, je vais mettre bon, bien se connaître. Je veux dire, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Bien se connaître, oui. Ça, c'est intéressant ce que tu nous dis là, Dominique, parce que je pense que c'est presque un conseil qu'on pourrait donner de façon générale pour prendre soin de soi. Il y a effectivement cette idée de bien se connaître pour identifier les, comment dire, les sens, ce qui va, enfin, avoir des indicateurs en fait, quand ça va dans le Oui. bon sens ou quand ça va pas dans le bon sens, des signaux d'alerte. Voilà, Mm. savoir un peu entendre, observer, écouter les signaux d'alerte. Mm. Donc, ouais. Il y a aussi la cigarette. On dit toujours que la cigarette aussi dans les AVC. Ouais. Et il n'y a pas aussi le combo cigarette, enfin, pour une femme, cigarette et pilule. C'est bien que tu aies ça en tête, dis donc, parce que. Alors attendez, est-ce que. Non, je comprends pas. Gestion du stress. Toujours pas là. Non, toujours pas. Bon, bah, je vais mettre là. Le tabac. Oui, en fait, le tabac, il modifie, il durcit les parois des vaisseaux. Il favorise la production de caillots sanguins. Et avec la pilule, c'est plus 30%. Du coup, les risques cardiovasculaires chez les femmes qui prennent la pilule, fument, ou pour le peu qu'il y ait une vie active plus avec le stress, c'est vraiment pas anodin. Je crois que c'est plus de 30% d'augmentation du risque cardiovasculaire. Donc, et ça reste assez fréquent quand même, hein. Mm. Donc, ouais, carrément, tabac, pilule, première des préventions hein, en cardiovasculaire. Mm. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Vanessa, je t'autorise. Tu vois d'autres choses? Bon, c'est déjà pas mal, hein. Mm. Alors, on va parler de plusieurs choses. Alors, les bons réflexes, enfin, les choses un peu auxquelles on peut penser. Euh, paf, alors, oui, arrêtez de fumer, hein. Mm. Le tabac, c'est un quart des décès cardiovasculaires, sachant que les femmes fument de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, on en a à partir de 11 ans. C'est jeune, hein. Un quart des décès, effectivement, cardiovasculaires. Donc, ça joue sur la pression artérielle, ça détériore les vaisseaux, ça favorise les caillots de sang, ça augmente le rythme cardiaque. Et je vous ai dit des bêtises, si vous prenez la pilule avec le tabac, c'est fois 10 le risque d'infarctus. Fois 10, c'est pas 30%, j'étais vraiment loin du compte. Hein, fois 10, et ça multiplie par 20 le risque d'AVC. C'est énorme. C'est énorme, hein. Faire de l'exercice physique, oui, on en a parlé, ça va rendre. Alors, on a parlé de la semelle, bah, les muscles aussi, on a vu le mollet hein, qui fait remonter aussi le sang. Ça active le muscle cardiaque aussi, hein, on dit souvent le cœur est un muscle. Ça tonifie la paroi veineuse, ça soutient le retour veineux. C'est un exercice, bah, ça mobilise le diaphragme, et donc ça, on aime beaucoup. Donc ça, c'est un grand conseil qu'on donne à ceux qui sont sensibles hein, au niveau cardio-respi.
Gérer, piloter, mieux accueillir, comprendre le stress, hein, le cortisol est délétère pour la santé cardiovasculaire. Il augmente, on va en parler après, du cholestérol LDL, qui est dit le mauvais cholestérol. Le cortisol, il augmente la rigidité capillaire. Cortisol, hein, on parlait de, vous vous souvenez des valvules qui, avec l'acidité du stress, se rigidifient. Mais derrière tout ça, il y a le cortisol, hein, qui est cette hormone du stress qui va mettre toute la physiologie dans le corps en mode stress et acidification. Rigidité des capillaires, ça augmente le rythme cardiaque, le cortisol. Peut favoriser la prise de poids. Donc, c'est vrai qu'il y a c'est pas mal d'indicateurs, hein, qui sont concernés par cette hormone du stress. Pensez en alimentation, hein. La diète méditerranéenne ou le régime crétois, c'est le réglage alimentaire qui a été le plus étudié et qui est maintenant avéré pour la santé cardiovasculaire. Vous connaissez peut-être le docteur Delorgeril, c'est un cardiologue. Il est médecin, membre de la Société européenne de cardiologie, chercheur au CNRS. Il a acquis une renommée mondiale avec ses travaux sur la diète méditerranéenne en prévention des maladies cardiovasculaires, des cancers, le cholestérol, etc. Donc voilà, il y a un bouquin voilà, qu'il avait édité pour remettre un peu au goût du jour le réglage, le régime et l'adapter un peu à notre mode de vie moderne. Mais les études montrent clairement que c'est vraiment le mode alimentaire qui est favorable à notre santé cardiovasculaire. C'est une alimentation qui est cardioprotectrice grâce notamment à ses antioxydants. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'est les antioxydants? Hmm. Hmm. Les antioxydants, ils servent à quoi? À pas vieillir. À pas vieillir. Ouais. À pas s'oxyder, s'il vous plaît, madame, je veux pas m'oxyder. À ralentir le vieillissement. Oui, oui, bah oui. Bah, respirer, c'est une oxydation, hein. Donc, quand l'oxygène, c'est oxydant. Alors, Hmm. on a besoin d'antioxydants. Euh, Tu veux préciser quelque chose, Vanessa, peut-être? Sur les antioxydants? Ça évite le vieillissement des cellules, je sais pas. Ouais. C'est très en lien avec ce qu'on appelle les radicaux libres. Hein, vous avez peut-être vu des pubs antiradicalaires, les crèmes antiradicalaires, les radicaux libres, qui sont en fait ces molécules instables. Vous savez, quand on a un atome, je sais pas, c'est des vieux restes, hein, un atome, il y a des couches électroniques d'électrons autour. euh, et après, ça donne des molécules qui sont polarisées. Et en fait, ça donne juste les radicaux libres, c'est des molécules. Alors, est-ce que c'est un atome ou une molécule? J'aurais tendance à dire atome. Bon, on va dire que c'est des substances à qui il manque un électron, et donc c'est des atomes à qui il manque un électron, et donc elles vont aller piquer chez les copines, et donc elles vont déstabiliser la matière. Et donc, c'est pour ça que c'est très délétère et que ça peut favoriser des phénomènes de vieillissement parce que ça empêche les cellules de se reproduire à l'identique. Et donc, les antioxydants, c'est ceux qui vont neutraliser l'action des radicaux libres. Et le simple fait de respirer, de vivre, est oxydant. Donc, notre corps, il est plutôt bien fichu. Il a une capacité antioxydante, c'est-à-dire qu'il a des antioxydants qui lui permettent de faire toutes ces réactions chimiques sans se détériorer trop rapidement. Sauf que quand il y a plus d'oxydation que de capacité antioxydante, on parle de stress oxydatif. C'est un déséquilibre entre une quantité d'antioxydants et une quantité de radicaux libres. S'il y a trop de radicaux libres, on parle de stress oxydatif. Donc, ce n'est pas le stress que vous connaissez, c'est le stress oxydatif. C'est-à-dire qu'il y a une surcharge de radicaux libres dans le corps. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que, Sylvie, tu nous parlais du cholestérol tout à l'heure. Pendant longtemps, on a dit, ah, le cholestérol, c'est mauvais, il faut l'éliminer pour la santé cardiovasculaire. Donc, ça donnait les statines, on va en parler après, hein. Sauf qu'on sait que c'est le cholestérol qui est oxydé qui se dépose. C'est le cholestérol qui est oxydé qui va qui va solidifier un peu et se déposer, s'accrocher un peu aux parois veineuses. Pour le peu que les parois soient un peu abîmées, qu'il y ait un peu des plaquettes qui aient commencé à essayer de reboucher les. En fait, ça va s'accumuler, ça va se déposer. Mais c'est le cholestérol oxydé. Ça veut dire que quand vous prenez soin de votre santé cardiovasculaire en prévention,
ok, on va réduire tout ce qui va favoriser trop de cholestérol. Mais surtout, on va prendre des antioxydants. On va faire attention à avoir dans l'assiette, et c'est toute la richesse de la diète méditerranéenne, c'est qu'il y a beaucoup de légumes colorés, hein, les poivrons, les aubergines, les tomates, les olives, euh, tout ça. Vous avez aussi, donc ça c'est côté végétaux, enfin légumes, mais vous avez aussi dans les céréales complètes, les légumineuses. Vous avez des antioxydants. Les antioxydants, je vous ai mis une liste après, on va la regarder, c'est une grande famille. Mais vous avez plein d'antioxydants qui protègent le corps de l'oxydation. Euh, et donc voilà, si vous faites du cholestérol, pensez à ça, pensez à un antioxydant. Donc à minima 50% de l'assiette riche en légumes colorés avec de l'huile d'olive qui est aussi antioxydante, la vitamine E, etc. Mais au-delà de l'apport en soi de cholestérol. Il y a le bon et le mauvais, vous avez entendu parler, hein. Donc le bon cholestérol, entre guillemets, c'est celui qui est à proximité du foie. Donc c'est le HDL. Et celui qui est dit mauvais, c'est le HDL, celui qui est loin. Enfin, le LDL, celui qui est loin. Parce que comme il est loin, en fait, bah, c'est sur son chemin de déplacement, c'est là où il y a des risques de dépôt. Quand c'est à proximité du foie, c'est pas gênant. Mais quand il s'éloigne, eh ben, en fait, c'est là où il y a des risques, s'il s'oxyde en chemin de dépôt de plaques d'athérome. Donc voilà, ça c'est vraiment la nuance qui est importante à retenir. Donc c'est pas le cholestérol qui est mauvais en soi parce que le cholestérol c'est une molécule de vie. Bah, je vais en parler, je reviendrai après. Le cholestérol, on dit que c'est une graisse naturelle, hein, un taux qui est 2 à 2,5. Il faut savoir qu'il augmente un peu avec l'âge et c'est pas grave. Il augmente un peu avec l'âge et puis alors bien sûr il y a l'apport alimentaire qui peut augmenter le cholestérol, mais il y a aussi une production endogène. Vous voyez là, on parle du foie parce que c'est au niveau du foie que vous allez fabriquer le cholestérol à partir de ce que vous avez mangé, mais aussi en fonction de votre fonctionnement hépatique. Donc, par exemple, moi, je suis issue d'une lignée de femmes. Ma grand-mère, ma mère et moi, on a tendance à faire du cholestérol, alors que on n'a pas une alimentation déconnante. Mais c'est parce que de façon endogène, on a tendance à en produire. Donc, gardez ça en tête. Il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi une dimension un facteur personnel. Et gardez en tête aussi que le cholestérol, on dit que c'est une molécule de vie parce qu'on l'a tellement diabolisé qu'on a l'impression que c'est un truc hyper mauvais, c'est de la graisse enfin, voilà, qui est dangereuse. Sauf que bah, en fait, c'est précurseur de la vitamine D. La vitamine D, on est en train de découvrir que c'est presque comme une hormone. Elle a vraiment un impact immunitaire, régulatrice de plein de choses qu'on est encore en train de découvrir et donc bah, important. Avec le cholestérol, vous allez produire les hormones stéroïdiennes, donc testostérone, œstrogène, cortisol, bah, c'est pas rien quand même, c'est nos hormones fonctionnelles qui agissent au niveau de la reproduction. Ça va constituer aussi la paroi des cellules, et nos cellules, la paroi de cette cellule a besoin d'être souple pour justement favoriser les échanges, les entrées et les sorties. Si elle est rigide, si elle n'est pas assez souple, s'il n'y a pas assez de phospholipides, et ben du coup, ça va moins bien circuler, votre corps va s'affaiblir. Donc, on sait qu'on en a besoin pour bien fonctionner. Euh, donc là, bah, sur le schéma, donc voilà, le LDL, HDL, ok. Bon, on dit un quart, voilà, un quart serait d'origine alimentaire et trois quarts, voilà, produit au niveau du foie. Alors, quand vous regardez, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne maîtrise pas, mais c'est juste pour vous montrer que là, c'est ce qu'on appelle une voie métabolique ou une voie de synthèse, hein, biochimique. C'est-à-dire à partir d'acétyl-CoA, on va produire par une succession de réactions chimiques le cholestérol. C'est des réactions enzymatiques, hein, c'est vraiment une succession une cascade en chaîne de réactions chimiques. C'est la même voie métabolique qui va produire la coenzyme Q10. Et la coenzyme Q10, c'est un antioxydant qui est très puissant, qui participe à l'énergie cellulaire. Et je vous ai mis, voilà, il y a quelques signes de carence, la fatigue, le manque de motivation, la dépression légère, la baisse de la résistance musculaire, souvent il y a des douleurs musculaires, une baisse des performances sportives, donc de la fatigue musculaire, de l'essoufflement, des troubles cardiaques. Or, il s'avère que quand vous prenez en fait des statines, qui sont les médicaments qui sont conseillés en cas de cholestérol,
En fait, vous arrêtez ici une enzyme qui va agir qui va agir sur la production de cholestérol, hein, puisque le but c'est de réduire la production de cholestérol, mais qui va réduire aussi la production de coenzyme Q10. Ce qui fait qu'il y a souvent les gens quand ils prennent des statines, ils peuvent avoir ces signes de carence, la fatigue, des douleurs musculaires, etc. Donc c'est pas anodin de prendre des statines. Alors les statines ont été dénoncées justement par Michel Delorgeril, hein, qui est médecin, hein, qui a étudié le sujet. Faut savoir que c'est un marché qui est juste énorme. En 2006, c'est pas tout jeune et je pense que les chiffres n'ont pas baissé. C'était 980 millions d'euros de statines. Et selon les enquêtes de la Caisse nationale d'assurance maladie, 30% des prescriptions ne correspondaient pas aux recommandations médicales, c'est-à-dire elles étaient abusives. Ce que nous dit Michel Delorgeril, c'est que souvent les statines sont données en prévention primaire, c'est-à-dire dès qu'il y a voilà, un terrain qui pourrait, dès que le cholestérol est un petit peu haut, mais sans pathologie avérée. Alors que lui dit, bah, il faudrait faire plutôt en secondaire, c'est-à-dire une fois qu'il y a une problématique de plaque d'athérome, de rétrécissement des artères, etc. Mais en prévention primaire, il y a tellement d'autres choses à faire que les statines ne seraient vraiment pas nécessaires. Donc ça, je vous le mets en tête parce qu'il y a vraiment un débat, enfin une problématique à cet endroit-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances, aussi parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont importants. Mais c'est pas parce qu'on a un cholestérol légèrement haut arrivé à la soixantaine qu'il faut se ruer sur les statines. En tout cas, côté médical. Après, les médecins sont dans leur responsabilité, donc par précaution, ils pourraient vous conseiller ça. Voire ils auraient un discours de peur en disant bah, c'est dangereux si vous ne les prenez pas. Mais on y va tranquillou, hein. Je veux dire, il y a tellement d'autres choses à faire. Prendre des antioxydants, enfin, aller vers l'alimentation méditerranéenne, gérer le stress, faire l'activité physique. Voilà. Après, si tous ces leviers-là, vous ne pouvez pas les activer pour X raisons, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, on complémente en coenzyme Q10. Parce qu'on sait que potentiellement, il y a une carence qui va être entraînée avec des effets secondaires. Et puis après, bah, ne pas avoir de cholestérol, encore une fois, vous voyez, c'est quand même une molécule qui agit sur plein de choses, donc c'est des conséquences qui ne sont pas négligeables. Donc faut voir au regard de vraiment le taux de cholestérol, encore une fois, il a tendance à augmenter un petit peu avec l'âge. C'est pas parce qu'il est à 2,3 qu'on va s'affoler, quoi. Alors après, je dis de façon générale, je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic. Donc, mais vous pouvez dialoguer avec votre médecin en lui demandant de justifier pourquoi il pense à ça tout de suite. Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'on peut mettre en place avant tout ce qui est conseillé en prévention primaire et qui est aujourd'hui avéré hein, par des études? Donc voilà, d'y aller mollo parce que c'est pas sans conséquence les statines. C'est pas anodin en fait sur la santé, hein. Ça touche vraiment des molécules de vie qui sont importantes pour l'énergie du corps. Euh, alors si je reviens un petit peu en arrière, oups. Euh, donc, oui, dans la diète méditerranéenne, donc, il y a ces antioxydants qui auront ce rôle-là hein, en prévention. Et les oméga 3, c'est des acides gras, hein, on est encore là, mais des bons acides gras. Hein. Donc, par rapport à ce que tu disais, Sylvie, oui, la graisse, tout ce qui est graisse saturée, on va vraiment éviter. Mais les graisses insaturées, polyinsaturées, comme les oméga 3 qui sont fluidifiantes, on va les mettre peut-être pas à gogo, mais on va vraiment les privilégier. Ça veut dire de l'huile de colza, ça veut dire du lin, ça veut dire donc de l'huile de lin, ça veut dire des petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, foie de morue, tout ça très riche en oméga 3. Et c'est ce qui va permettre de fluidifier aussi, si on a tendance à faire un peu un sang un peu épais. Alors du coup, diète méditerranéenne en quelques points, hein, de façon quotidienne, vraiment en consommation accrue, vous pouvez y aller à fond sur les légumes colorés, les fruits, les noix, les légumineuses. Alors les fruits, bien sûr, en fonction du tempérament, on nuancera. Hein. Si vous êtes une grande longiligne frileuse et que vous avez du mal à vous vous refroidissiez en mangeant des fruits, bah, on adapte. Hein. Les légumineuses, donc pois chiches, lentilles, haricots secs. On y va, des céréales semi-complètes ou complètes. On évite le raffiné. Les herbes aromatiques, l'huile d'olive, l'eau. Donc ça, c'est un peu un résumé de ce que conseille Michel Delorgeril. Consommation modérée, donc des produits laitiers, en privilégiant vraiment les petits animaux qui sont moins sujets à l'élevage
et la surproduction, brebis, chèvres. Les œufs, en allant vers la filière bleu blanc cœur. Je ne sais pas si vous connaissez cette filière. C'est une filière d'élevage où ils utilisent beaucoup de graines de lin dans la nourriture animale, ce qui fait que la chair animale, elle est enrichie en acide gras oméga 3, et les œufs sont enrichis aussi en acide gras. Ils ont une composition un petit peu plus riche. Et tout ce qui est vin et infusion, hein, la diète méditerranéenne, ça implique le vin rouge parce que vous avez des polyphénols notamment qui sont des antioxydants dans le vin rouge. Donc un verre par jour, c'est conseillé. Et des infusions. Alors après, il y a le thé de la pagode, hein, qui est connu aussi pour son effet anticholestérolémiant, le thé vert. Mais ça peut être aussi des infusions de plantes, hein. L'infusion de romarin est antioxydante, par exemple. Donc toutes les aromatiques, les plantes, allez-y à gogo. On limite la consommation de poisson 2 fois par semaine. Poisson, on a vu le petit poisson gras intéressant pour les oméga 3, malheureusement riche en métaux lourds, alors c'est pas génial. Et puis après, les poissons de grande consommation, de production un petit peu industrielle comme le saumon, ben on fait attention un petit peu à la qualité. On évite les viandes consommation faible, en petite quantité. On peut manger des viandes type du poulet, ça c'est OK. Par contre, des viandes grasses comme le mouton, tout ce qui est viande rouge, le porc, ben, on fait en petite quantité parce que c'est riche en acides gras saturés, qui sont effectivement, Sylvie, ces graisses qu'on va éviter, hein. Donc les graisses saturées, on en aura en général dans tous les produits animaux, que ce soit de la chair aux produits dérivés, les produits laitiers, les œufs, le fromage, la crème, le beurre. Voilà. Donc, c'est des choses à manger en petite quantité, de façon modérée. Ça va pour ça? Vous connaissiez cette diète méditerranéenne? Vous aviez entendu parler ou régime crétois? Ça vous parle? Ouais. Dominique, tu avais entendu parler? Oui, oui. Donc Je ça, crois c'est... que tu as Ouais. des îles au Japon, puis je sais plus, dans plusieurs endroits dans le monde, avec des personnes qui vivent de façon Oui, si vieille, jusqu'à 90, 100 ans, voire plus. Et je crois que le point commun, c'est la diète méditerranéenne. oui, tout à En fait. tout- Hum. C'est les fameuses zones Qui s'en bleues. rapproche. Qui s'en Oui, rapproche. c'est les fameuses zones bleues, les zones de... Oui, les zones bleues, c'est ça. Mm. Et alors, il y a quelque chose que j'ai pas mis là, hein, mais qui est commun à toutes ouais, ces habitants de la zone bleue, c'est la frugalité. Enfin, est-ce que ça vous évoque quelque chose, la frugalité? Je dirais c'est le plaisir de vivre, la légèreté, Ah. un peu le bien-être, je ne se Mhm. pose pas de questions, pas de soucis. Enfin, Ouais, Mhm. pour c'est moi, large ce que je dis. Oui, c'est la frugalité à l'échelle d'une vie. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. pour Vanessa, moi, Ouais. pour moi, c'est plutôt pas manger trop, quoi, être dans Mhm. la juste dose, pas trop. Oui. C'est la même idée que Hélène, je pense, mais à l'échelle de l'alimentation. Ouais, c'est ça. Oui, côté légèreté, simplicité, Oui, ouais, s'alléger en fait. oui. Ouais. Et la frugalité, c'est ça dans l'alimentation, c'est d'alléger, c'est de presque, ils disent les Japonais, je crois, de manger, de rester avec l'estomac un tiers vide, Ouais. d'être dans des petites quantités, d'être dans quelque chose ouais, de réduit, de léger en quantité. Tu vois, il y a quelque chose. Et donc ça aide beaucoup parce qu'on ne surcharge pas l'organisme, hein, et la digestion, c'est 30% de votre énergie qui est dédiée à ça. Donc on économise. On économise. Est-ce que je vous ai mis... voilà, c'est ça. Les antioxydants, il y en a plein, 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 plein. Il y a à la fois des vitamines, des minéraux, les vitamines, hein, A, C, D, E, B2, B3, B9, le cuivre, le magnésium, le manganèse, le sélénium, le zinc. Là, c'est plus pour votre culture. Après, ces vitamines, normalement, si vous avez une alimentation qui va être riche en végétaux, dans tous les aliments qu'on a vus précédemment, vous allez les retrouver, hein. Je les ai mises là parce que vous allez trouver des antioxydants en complément. Et du coup, ça vous permettra de comprendre un peu les formules. Le glutathion qui intervient aussi dans la détox hépatique, l'acide alpha-lipoïque. Donc, j'ai mis quelques pistes, la brocoli, épinard à bas, foie. Ok. L'acide férulique qui potentialise l'effet de la vitamine C, qui est une grande antioxydante.
L-carnosine dans la viande, les polyphénols des végétaux, curcumine qu'on va trouver dans le curcuma, la quercétine dans le vin rouge, dans le raisin, le jus de raisin, pensez-y, hein, en petite quantité, le resveratrol, tout ce qui est jus de raisin, myrtille, les petites baies colorées comme ça, hein. C'est vraiment des pigments, les antioxydants, il y a vraiment cette idée, c'est pour ça qu'on parle de petits fruits ou de légumes colorés, c'est vraiment dans les pigments colorés qu'on va retrouver les antioxydants. Les OPC, alors je ne sais plus ce que ça veut dire OPC, mais le pycnogénol, c'est une molécule extraite du pain maritime qui est effectivement antioxydante. Caroténoïde, ben, dans les carottes notamment, avec le bêta-carotène. Le lycopène, c'est plutôt rouge, donc on va trouver dans les tomates, dans le pamplemousse rose, ouais, abricot, orange sanguine. La lutéine dans les brocolis. Les anthocyanes, c'est le violet, donc on en trouve dans les myrtilles, les mûres, les prunes, les pruneaux, les aubergines. L'acide chlorogénique, le café, un café par jour, au café, non, dans le café, on a découvert des antioxydants. Pommes de terre, carottes, tomates, les catéchines dans le thé vert, le cacao, la pomme, le raisin, les citroflavonoïdes avec les agrumes. Alors, ça va vous faire plaisir. Sachez que parmi les substances très antioxydantes, il y a le cacao. Il y a le cacao. Alors, du coup, je ne vous parle pas de la barre Milka au chocolat au lait. Si vous aimez aller vers des chocolats vraiment à 70, 80, 85, voilà. Ou même acheter des fèves de cacao, on en trouve maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà goûté ça, c'est juste des fèves de cacao non travaillées et coupées en petits morceaux. Moi, je m'amuse à les mettre dans des salades ou même à les croquer comme ça. J'aime bien, je trouve ça sympa. On n'en mange pas beaucoup hein, parce que c'est un peu fort. Et ça, vous en trouvez, on a la chance là à Saint-André dans le coin. Il y a alors, je ne sais pas si ça s'appelle une chocolaterie, mais en fait, ils importent leurs fèves, ils produisent sur place leur chocolat et ils vendent les fèves. Donc, si ça vous intéresse, vous me demandez le nom. Mais si vous tapez Saint-André chocolaterie, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous trouverez parce qu'il n'y en a pas 36 000 en France. Donc, je trouve ça sympa. Donc le cacao, le raisin, donc un petit verre de jus de raisin de temps en temps, ou manger du raisin, ça peut être intéressant. Et la chlorophylle c'est le pigment vert aussi qu'on va trouver dans les brocolis, les épinards, la salade, tous les légumes verts, hein, tout simplement. Donc vous voyez, si normalement on mange ces couleurs avec tous les aliments qu'on a vus précédemment, on va retrouver hein, tout ça. Euh, mais c'est vrai que sur des terrains où il y a un risque cardiovasculaire, parce qu'il y a déjà eu un rétrécissement, parce qu'il y a déjà eu des accidents, on peut facilement complémenter avec la coenzyme Q10 et puis un comprimé d'antioxydants en prévention, parce que dans l'alimentation, parfois, c'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a autre chose là? Non, moi, on est bien. Ça va pour ça? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là de... Vous voyez, on est vraiment sur ce que vous m'aviez dit, hein, sur des basiques, mais ça paraît basique, mais c'est vraiment la base, hein. On n'est pas sur quelque chose de compliqué, hein. Le tabac, l'exercice, le stress, la diète, on est vraiment sur les trois piliers, là, hein. Si vous vous souvenez, les trois piliers de la naturopathie, le bien-être physique, le bien-être mental et émotionnel, et puis l'alimentation, la nutrition. Voilà. Là, on retrouve vraiment la base, hein. Ça va pour ça? Très bien. Les remèdes naturels, il y en a pas mal hein, sur tout ce qui est cardiovasculaire. Alors, bien sûr, on va penser les exercices respiratoires, on en a parlé pour libérer le diaphragme, hein, pour participer à cette remontée veineuse, enfin, et, faire remonter un peu le sang qui est en bas. La marche dans l'eau, vous connaissez, hein, ça va stimuler. Alors, c'est intéressant aussi de marcher dans l'eau parce que ça va activer la circulation lymphatique. Avec l'eau sur la peau, c'est comme un drainage lymphatique. Donc ça, c'est top. Massage, bon, bah oui, pour la circulation, si vous avez déjà fait un drainage lymphatique, c'est intéressant. On dévie un petit peu, on n'est pas sur le cardiovasculaire, mais ça peut désengorger. Du talon vers les orteils. Ah oui, la natation, ça c'était un petit clin d'œil. Pareil, quand vous nagez dans l'eau, le contact de l'eau sur votre peau,
la, normalement la pression qui correspond à un drainage lymphatique. Vous avez peut-être déjà eu cette expérience après une séance de piscine, on urine beaucoup. Mm. Ben, c'est qu'il y a c'est un léger drainage lymphatique, hein. Donc, drainage lymphatique, c'est super, mais ça coûte un peu, donc à minima, aller nager. Mm. Et puis, bah, l'hydrothérapie, cette douche alternée, hein, vous voyez sur la photo, c'est-à-dire qu'on va remonter donc, la douche, le pommeau de douche du bas vers le haut, et on va alterner le chaud et le froid pour avoir cette marée humorale dont je parlais tout à l'heure. On peut faire aussi des bains de siège. Les bains de siège, donc ça, je vous renvoie sur l'hydrothérapie, hein, c'est quand on met les fesses dans l'eau froide et qu'on maintient la- cette zone du périnée dans le frais. Ça active la circulation sanguine au niveau du petit bassin, donc ça peut permettre de décongestionner. Et les bains hypercaloriques, bah, c'est vraiment une autre approche. Là, on est plutôt du côté du chaud. Et ça, c'est Salmanov, si vous vous souvenez, qui avait étudié le- la capillothérapie, il appelait ça la capillothérapie, parce que pour lui, un signe de vieillissement souvent observé, c'était une réduction, enfin une dégradation de nos capillaires. C'est-à-dire ces tout petits vaisseaux qui font le lien entre les vénules et les artérioles, en fait, et qui sont à la clé, qui sont vraiment hyper importants pour l'oxygénation de nos cellules, parce que c'est à cet endroit-là que se font les échanges gazeux notamment. Et en fait, on constate qu'avec le temps, ces capillaires, ils ont tendance à s'abîmer. Et donc, Salmanov, il a réfléchi pendant longtemps, enfin, pendant longtemps, il a réfléchi, je ne sais pas si c'était pendant longtemps, il a réfléchi à une technique qui permettrait d'entretenir la tonicité des capillaires. Et en fait, avec l'eau chaude, on disait tout à l'heure, bah, l'eau chaude va amener le, le chaud va amener le sang à la surface et ça va obliger le sang à aller dans les capillaires. Et on sait que quand le sang va, enfin, comment dire, quand le sang est au niveau des capillaires, ils se détruisent moins parce qu'ils sont utilisés. Donc, ils s'entretiennent. Et donc, il conseillait comme ça des bains hypercaloriques, donc des bains d'eau chaude dans lesquels on finit par suer pour activer la circulation périphérique et notamment aussi la circulation capillaire, avec dans l'eau du bain des essences de plantes. Alors, je ne sais plus s'il y avait de la térébenthine ou en tout cas, c'était des plantes un peu respiratoires, il me semble. Il avait une potion magique, qui est un labo qui a repris d'ailleurs. Je ne l'ai plus en tête parce que ça reste assez confidentiel. Mais il y a des solutions comme ça que vous mettez dans votre bain pour faire des bains hypercaloriques de Salmanov. Donc l'hydrothérapie pour tonifier, on dit, le système circulatoire, c'est super, hein. C'est vraiment super. Vous pratiquez, vous, ça? Non. Non? Non? Non. Vous auriez envie de pratiquer? Ça vous donne envie ou pas? Oui. Oui. Ouais? Mm. Ouais. Hélène, c'était un 8 francs. Sylvie, tu le À la sens? marche, si j'habitais à Ça côté marche. de la mer, Ah j'irais. ouais, ouais. Faut déménager à Dunkerque? Ah, c'est ça. C'est un choix à faire. Ouais, mais c'est vrai que ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, hein. Pardon. Sylvie, toi, ça te parle? Oui, oui, oui. Ouais, tout ça? Dominique? Oui, oui, c'est tout des choses en plus qui sont extrêmement agréables, hein, je trouve. Oui, accessible et agréable, sauf Voilà, hormis. c'est bon après, c'est vrai que dans la vie courante, bon, douche alternée, c'est facile, bain hypercalorique, je sais pas, on prend plus tellement de bains maintenant, hein. Mm. Il y a des Non, choses qui sont plus faciles à mettre en place que d'autres, quoi. c'est clair, c'est clair. Vanessa, toi, il y a des choses qui t'attirent? Moi, je fais les exercices respiratoires. Après, oui, quand je vais à la mer, je marche dans l'eau. Oui. Mais effectivement, je vais plutôt prendre une douche bien chaude, ouais, quand j'ai besoin de faire circuler un bain. Ah, Plutôt ah, qu'un bain, ouais, je pousse ouais, je ouais, le fais sous la douche, quoi. Mais ouais. mm, Ce qui fera circuler, ce sera vraiment l'alternance. Alors, le ouais, chaud, en plus, il a ce côté euh, délassé de sa journée. Il se ouais, vide il y a une action sur le système nerveux, c'est apaisant. ouais. Là, c'est vraiment l'alternance qui va être intéressante pour.
pour faire circuler en fait. Bah, quand je vais au spa, j'adore, tu sais, quand on met bien au chaud, puis après se plonger dans un bain Oui. glacé. Oh, c'est tonifiant, hein? J'adore, moi je trouve ça génial. C'est pour effectivement pour tu sens ton cœur qui Ouais, pas tu te sens vivre, hein, comme on dit. ouais, c'est ça, carrément, carrément. C'est chouette de pouvoir vivre des choses comme ça. Ouais, Mm. ouais. Alors ensuite, bah justement, bah, je vous ai mis le bain hypercalorique de Salmanov, le sang doit circuler dans le corps. Ok. Bon, vous regarderez, c'est le protocole pour faire le bain. Douche alternée, bah, je vous ai mis le détail aussi. Bah, super. Oui, marcher pieds nus dans la rosée. Oui. Vous connaissez ça? C'est l'abbé Kneipp, qui est un abbé allemand qui a travaillé beaucoup sur l'hydrothérapie froide. Donc, comment dire, l'impact, l'utilité de l'eau froide sur la santé, pour la santé. Il conseillait, si vous avez un jardin, de marcher pieds nus tous les matins, 5 à 15 minutes, dans l'herbe mouillée. Par contre, il ne faut pas avoir froid. Bon, il y a un petit protocole de préparer des chaussettes, se sécher les pieds, enfin voilà, hein. Mais ça tonifie, ça stimule la circulation et ça renforce l'immunité. Donc, intéressant, oui. On évite pour les grands Pas frileux, créé, surtout l'hiver. excuse-moi, il n'a pas créé des. Je me demande si j'en ai pas dans ma salle de bain, là, du bain moussant, des galets effervescents pour le bain à base justement de Ouais. d'herbes, Ah, d'arbres aromatiques, tout ça. le nom te parle? Oui, Ah. Bah, il y a peut-être une marque qui a repris ça. Je ne sais pas, je ne connais pas. anti-stress, pour la respiration, enfin vraiment à base de D'accord. produits naturels. Je vais vérifier après. Ah. Bon, bah, à voir, hein, à voir. Alors, moi je vais essayer ça. Ouais, c'est top. En plus, vous vous connectez à la terre, alors Ouais. c'est anti-inflammatoire, donc ça c'est top. Ça vous permet de vous décharger de vos ions positifs, de retrouver votre électromagnétisme, de vous réguler, donc c'est top. Non, non, après, il faut juste s'organiser parce que bah, c'est humide, donc il faut voir les chaussures que vous utilisez pour... Enfin bref, tu verras, tu trouveras ton truc. Mais... pour éviter de garder... Il ne faut pas garder les pieds humides et froids parce que sinon vous allez perdre votre chaleur au niveau des pieds et c'est important de garder la chaleur. Donc, il faut vraiment prendre une serviette pour s'essuyer rapidement derrière. Bah, il est marqué ne pas s'essuyer les pieds. Ben, on n'essuie pas les pieds, on enlève juste les quelques brins d'herbe. Ben, moi, en tant que frileuse, j'ai besoin d'essuyer, de ne pas Ouais. garder au froid. Comment dire, vraiment l'indicateur, si vous commencez à vous refroidir, il faut sécher. Oui. Alors, on n'essuie pas les pieds, peut-être pour maintenir un peu l'action de la rosée sur les pieds et le côté tonifiant. Mais la limite, pour moi, c'est vraiment le refroidissement intérieur. Mm. Vous voyez, vous trouvez un peu votre limite. Vous trouvez un peu votre limite. Et qu'est-ce qu'on peut penser, Julie, tu sais, de ces chaussures qui existent maintenant, enfin, ils font pas mal de pubs, Ouais. Mm. où la semelle, elle est large au niveau des orteils et où en fait, tu as une semelle qui est qui est beaucoup plus fine Fine. et tu sens beaucoup plus Oui, oui, les reliefs par terre. Et du coup, est-ce que ça peut avoir un sens pour effectivement oui, t'inciter à, tu vois, à bien déplier la voûte plantaire? Parce que carrément. moi, je me rappelle aussi que, bon, on m'avait dit par rapport à quand mes parents vieillissaient, c'était compliqué pour eux, qu'en fait, plus tu vieillis, moins tu déroules ta voûte plantaire quand tu Mm. marches. Et plus donc tu as ce pied qui reste fixe et en fait, ça demande un effort de dérouler la voûte plantaire Oui, à un certain oui, moment. oui. Et en fait, on se rend compte, parce que moi, du coup, j'ai regardé un petit peu comment je marchais. Et Ah, effectivement, ouais, on a l'impression que quelquefois, on marche vraiment comme les pieds à plat, je sais pas comment dire. On ne prend pas le fait de dérouler, ça te demande un effort. ouais. Oui, 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 tu as raison, complètement. C'est intéressant ce que tu dis. Complètement. À partir du moment où ça développe en plus ta proprioception, enfin, toi, ta perception, ta sensation, parce qu'avec nos semelles hyper composées, épaisses, plastiques, machin, on n'a plus la sensation, on est assez fragilisé de là. On ne sait plus marcher pieds nus. Enfin, moi, personnellement, je ne sais plus marcher sur des pierres, sur des sols un petit peu accidentés. Mais super, oui, ça peut vraiment aider à prendre. C'est La- comme tu sens beaucoup le sol, quelque part, tu te concentres un peu sur tes pieds parce que c'est des sensations totalement nouvelles. On n'a plus l'habitude de ça. Exactement, Tu as la exactement. sensation du sol, mais tu n'as pas la souffrance. Oui, c'est Voilà, joliment donc, dit. voilà, là où c'est assez intéressant,
c'est que Ouais. ça te force finalement à te Oui. concentrer sur ton pied. T'as essayé, toi, du coup? Ouais, j'ai essayé. Parce que maintenant, ils en font des pas très chers, des chaussures comme ça. T'as Alors, un c'est nom en assez, particulier? hein? T'as un nom en particulier? Ah, tu sais, ils appellent ça chaussures pieds nus. Ah, Euh, chaussures pieds nus. Déjà, c'est des chaussures qui sont beaucoup plus larges, enfin, beaucoup plus Ouais. larges au niveau des orteils que les baskets classiques. Donc, ton pied, il s'étale bien. Et comme la semelle est relativement fine, tu as une sensation qui est curieuse. Donc, J'imagine. Ouais. t'es concentré sur ta marche et c'est assez rigolo, quoi. Là, j'irai voir ça, Lino. Ouais. Ouais, Marcher pieds ouais. nus, du coup, mais de façon générale, hein, même si vous n'avez pas de jardin et de rosier le matin, marcher pieds nus, ça permet vraiment de se reconnecter à la sensation du pied. C'est comme aussi, il y a, si vous faites beaucoup d'ordinateur ou de positions sédentaires, vous savez, les choses, enfin, vous mettez les pieds dessus, puis ça roule. Enfin, il y a des petites roulettes en dessous et ça active un peu la circulation au niveau de la voûte plantaire. Ça, c'est super intéressant aussi, hein. Tu sais, c'est facile à fabriquer, hein. Moi, au boulot, j'avais pris 2 cochonnets que j'avais percés et puis je les avais reliés avec une ficelle et tu les Ouais. roules sous tes pieds. Ah, mais dis Et donc, t'as des t'en prends, bonnes astuces, toi? t'en prends un sous chaque pied et je roulais comme ça et ça faisait du bien à la plante des pieds. Carrément. Bah, c'est une bonne idée. Voilà. En Deux tout cas. cochonnets, donc ça coûte 3 fois rien, hein. Eh ben, on retient. Ce sera pour les tests de l'été, les petits bricolages de l'été. Hein. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut apprendre aux enfants à marcher avec des chaussons souples et Oui, pas avec des grosses semelles. ouais, exactement, Parce qu'en exactement. fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais appris à marcher vraiment Ouais. en déroulant le C'est pied. vrai que comme on met des chaussures de plus en plus jeunes, t'as Ouais. raison, hein. Et puis, en fait, les parents ils disent, marche pas pieds nus, parce que les enfants, ils n'ont qu'une Ouais, envie, c'est de marcher pieds nus en bien général. sûr, la proprioception, elle est là, quoi. Ben Enfin, oui, bah oui. Intéressant tout ça, hein. Bon, On les se bains de connecte siège. en Ouais, marchant pieds nus, hein. t'as dit quoi, Dominique? On se connecte à la terre en marchant pieds nus, c'est important. Carrément, carrément, tout à fait. Bon, le bain de siège froid, je vous laisserai lire, hein. Alors, en phyto, il y a pas mal de plantes qui vont agir sur la circulation, alors qui vont être soit décongestionnantes, soit fluidifiantes, soit tonifiantes. La vigne rouge que vous connaissez peut-être, hein, alors pour celles qui ont suivi les bases, vous vous souvenez la théorie théorie des signatures de Paracels? C'était cette idée que les plantes sont à l'image de ce qu'elles peuvent soigner. Et la vigne rouge est rouge comme ben, la plante qui soigne le sang quelque part. Et donc la vigne rouge, c'est une grande circulatoire qu'on retrouve dans pas mal de synergies ou de mélanges pour la circulation, pour tonifier la paroi veineuse et stimuler la circulation. La mamélis aussi, elle est décongestionnante, vasoconstricteur, donc elle va justement pour les vaisseaux qui sont lâches et qui font que bah, ça circule mal, pouf, ça va tonifier. Cicatrisant aussi, ok. Ginkgo biloba, on l'utilise particulièrement pour la microcirculation, donc au niveau cérébral, notamment quand il y a des troubles un peu de mémoire, il commence à y avoir des problématiques cognitives. L'aubépine, on l'utilise beaucoup pour le cœur, donc avec le lien au système nerveux. CVCN, SN, ça veut dire cardiovasculaire, système nerveux. En bourgeon, vous allez la retrouver. Est-ce que je l'ai mis? Je ne l'ai pas mise. Pourtant, c'est en gémothérapie, donc l'utilisation des bourgeons. Le bourgeon d'aubépine est vraiment ce bourgeon qui va, par exemple, travailler sur les hypertensions d'origine nerveuse. Oui. Donc, c'est les troubles cardiaques qui sont vraiment en lien avec le système nerveux et la vie émotionnelle. L'Achillée millefeuille, c'est la grande plante des femmes en décongestionnant du petit bassin, notamment quand il y a des congestions, des douleurs. Au moment des règles, ça peut être vraiment une plante à prendre en infusion ou après en ampoule, hein, ou en teinture mère. Et elle est antioxydante, donc intéressante. Il y en a plusieurs, je ne sais pas du tout exhaustif, hein. En bourgeon, le marronnier d'Inde qui est, bah, pas qu'en bourgeon d'ailleurs, le marronnier d'Inde, j'aurais pu le mettre aussi ici, utilisé pour tout ce qui est hémorroïdes, hein, décongestionne. Le mélilo, une plante aussi qu'on peut conseiller aux femmes en cas de règles douloureuses. Vénotonique et vénolymphatique. Le bourgeon d'olivier, c'est un grand régulateur en cas de cholestérol. On peut facilement le conseiller pour réguler la glycémie aussi, vasodilatateur, ok. Cornouiller, protecteur cardiaque, prévention des thromboses suite infarctus.
Bon, il y a pas mal de choses. En huile essentielle, on peut utiliser pour des massages. Alors, il y a des huiles qui vont être fluidifiantes, circulatoires. Le cyprès marche très bien si vous avez les jambes lourdes. On fait juste attention, il est œstrogène-like, donc il va mimer les œstrogènes dans le corps. Donc s'il y a des problématiques autour de ça, on va éviter. Le patchouli, le lentisque pistachier sont aussi des grandes circulatoires. Alors le patchouli, c'est juste son odeur qui peut être un peu désagréable. Et le lentisque pistachier, j'aime bien aussi. C'est vrai que cyprès lentisque pistachier, c'est ce que j'ai pu expérimenter personnellement pour sensation de jambes lourdes. Moi, j'aime bien le cyprès, mais le lentisque, il est top aussi, hein, une belle plante de Corse. Hein, Hélène, ça te fera des beaux souvenirs. Mm. Comme les lycrises qui est super aussi, un anti-hématome, même sur des vieux hématomes, hein, quand vous avez du mal à résorber. Elle est un petit peu chère, mais c'est une huile essentielle qui est super. Hein. Les agrumes, le citron, par exemple, augmente la résistance des capillaires, une fluidifiante sanguine. Il y a le pamplemousse aussi qu'on peut retrouver pour la circulation lymphatique et puis tout ce qui est cellulite. Le cèdre de l'Atlas, décongestionnant veineux et lymphatique. Le santal blanc. Bon, voilà. Donc ça, c'est plutôt dans le cadre de massage. Hein. Les huiles végétales, alors il y a le calendula qui régularise la circulation, calophylle et nophyle décongestionnante circulatoire, macadamia, microcirculation, la nigelle fluidifiante. Bon, quelques idées si vous voulez choisir une huile végétale voilà, qui est en lien avec votre problématique, plus quelques huiles essentielles, ça peut faire des synergies sympas. On parlait du pitta, Vanessa nous parlait du pitta tout à l'heure. Oui, au niveau de l'alimentation, en tout cas pour réguler tous les troubles plutôt cardio, on va appliquer le mode de vie régulateur du pitta. On va apporter de l'eau, de la modération, de la fraîcheur et des antioxydants. Et pour calmer le pitta, on pensera à l'hydrolat de rose, de menthe. Donc là, on est plutôt au niveau énergétique. Hein, c'est apaiser l'excès de feu. Ah, voilà. Ben, j'ai fini. Bon, voilà ce que je voulais vous partager, en tout cas sur le système cardiovasculaire. Alors, je vais arrêter.